Sur les pratiques RH, à savoir le processus d'évaluation. Sachant que, jusqu'à présent, on a présenté le processus en tant que, soi-disant, pratique de motivation au sein de l'entreprise, pratique de développement au sein de l'entreprise, mais aussi une pratique d'ajustement et de redressement par rapport, bien sûr, à la notion de formation, à la notion de performance et à la notion de développement. Alors, s'il vous plaît, on a essayé de répondre à plusieurs questions. Première question, c'est quoi l'évaluation? Deuxième question, qui doit assurer l'évaluation? Troisième question, quelles sont les conditions pour mettre en place une bonne évaluation? Quatrième question, quels sont les objectifs de l'évaluation? Eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer de conclure, de terminer ce processus en posant la question suivante, quelles sont les méthodes d'évaluation? S'il vous plaît, avant de mettre en lumière la notion de méthode d'évaluation, je vais faire un petit rappel des trois conditions incontournables, trois conditions de base pour que le processus d'évaluation crée une valeur ajoutée. Il y a trois conditions. Ça, je l'ai expliqué la première séance. Je l'aurai expliqué. Alors, première condition, un système d'évaluation doit être équitable. Première condition, il faut que ce système s'inscrit dans une logique d'équité. Deuxième condition, un système d'évaluation doit être transparent, expliqué pour tout le monde, clair pour tout le monde. Troisième condition, un système d'évaluation doit s'appuyer sur des indicateurs de performance qui sont comment? Acceptés, objectifs et acceptés. Très bien. Alors, automatiquement, les outils que je vais développer, que je vais expliquer maintenant, doivent respecter les trois conditions. Équité, transparence et tout simplement objectivité et pour que ce soit accepté par les acteurs. Nous allons voir le premier outil, la première méthode, à savoir l'évaluation libre. S'il vous plaît, attention. C'est quoi l'élément qui attire votre attention par rapport au titre? Libre. Alors, quand on parle d'évaluation libre, ça signifie quoi? Écoutez bien, s'il vous plaît. Ça signifie tout simplement que l'évaluateur, la personne qui doit apporter un jugement, la personne qui va apprécier, elle est libre, écoutez bien, elle est libre de choisir le moment quand elle va évaluer, sur quoi elle va évaluer, quels sont les indicateurs, et aussi elle est libre par rapport au comment. Comment elle va évaluer? Trois questions. Quand, quoi et comment. Quand, quoi et comment. Alors, ça signifie quoi, s'il vous plaît? Que l'évaluateur ait fait un jugement par rapport à la méthode. Généralement, comment ça se passe l'évaluation libre? On observe le comportement de la personne, le travail de la personne pendant un moment donné, et sur la base de cette observation, je fais une évaluation. Alors, qu'est-ce que je fais? Je détermine quels sont les points faibles et les points forts. À votre avis, est-ce que cette méthode ne pose pas de problème? Le fait que l'évaluateur est libre de choisir la méthode qu'il veut mettre en place, il est libre de choisir les indicateurs qu'il va utiliser, il est libre de choisir le moment de l'évaluation. Est-ce qu'il n'y a pas un risque ici? Alors quel risque? Le risque de subjectivité. Parce que ici, on parle d'une méthode qui n'est pas quoi? Qui n'est pas formalisée. Je demande à quelqu'un d'évaluer une personne. Il dit ok, je vais l'évaluer. Alors, quel est le libre? Quel est évaluer? Ou quel est sur quoi il va l'évaluer? Donc, il fait le choix. Donc, lorsqu'on est libre de choisir, automatiquement, notre choix peut être un choix subjectif. Donc, voilà la première méthode. C'est que l'évaluateur, il a une certaine liberté. Il a une certaine manœuvre par rapport, bien sûr, une marge par rapport au choix. Donc c'est une méthode qui est tout simplement simple, mais où elle est peu formalisée. Elle est peu formalisée. Le modèle, il n'y a pas un modèle qu'on suit par rapport à cette évaluation. C'est une évaluation qui s'inscrit dans l'observation. Je vous donne un exemple. S'il vous plaît, je vous donne un exemple. Supposons que je suis appelé à évaluer quelqu'un. On m'a demandé d'évaluer une personne. Alors moi, pendant toute la journée, je n'ai pas observé. J'ai assis jusqu'à la fin de la journée, à 17h,
et je commence à observer. Alors normalement, à 17h, la capacité physique et intellectuelle de la personne, elle diminue. Elle baisse, c'est normal. Parce qu'après toute une journée de travail, la capacité humaine, elle est limitée. On arrive à la phase de saturation et déclin en termes d'effort. Automatiquement, moi je choisis 17h. Peut-être le moment que je choisis, ce n'est pas le bon moment pour évaluer une personne. Parce que pendant cette période, la personne ne développe pas vraiment assez d'efforts parce qu'elle est déjà épuisée. Alors je constate que la personne, elle ne travaille pas assez. En termes de comportement, tellement elle est fatiguée, il a un problème de communication. Alors je commence à donner un jugement qui ne reflète pas la réalité. Parce que le moment que j'ai choisi, ce n'était pas le bon moment. Je vous donne un exemple. Il y a un profil de personnes, les premières heures du travail, il ne faut pas les contacter. Il y a des personnes ayant ce profil. Vous aussi, parfois, vous avez ce profil, n'est-ce pas? Alors, il y a des personnes ayant ce profil. Alors, moi, en tant qu'évaluateur, j'ai choisi la première période de la journée pour évaluer la personne. Alors, automatiquement, je vais mettre en place une mauvaise appréciation. Est-ce que ça reflète la réalité? Eh bien non, ça ne reflète pas la réalité. Donc, lorsqu'on parle d'une évaluation libre, le risque de subjectivité est lié à trois éléments. Le moment que j'ai choisi, peut-être ce n'est pas le bon moment. L'indicateur que j'ai choisi, peut-être ce n'est pas le bon indicateur. Et aussi, la méthode d'évaluation que je vais mettre en place n'est pas la bonne méthode d'évaluation. Donc, la méthode d'évaluation libre, elle insiste ou elle met l'accent sur l'observation, on observe, mais malheureusement, le fait qu'il est peu formalisé, il est peu standardisé, il ne fait pas référence à un modèle, on risque d'évaluer n'importe comment. On risque d'évaluer n'importe comment. Donc, c'est une méthode qu'on commence à abandonner. S'il vous plaît, écoutez bien. Cette méthode, est-ce qu'elle respecte les trois conditions que j'ai citées au début? Est-ce qu'elle est équitable? Non. Est-ce qu'elle est transparente? Non. Est-ce que les indicateurs sont acceptés? Non. Donc automatiquement, les résultats de cette évaluation, ils peuvent être rejetés par qui? Par l'évalué. Vous l'avez écouté, un mauvais comportement, une mauvaise communication. Tu commences à lui donner ses points faibles. Écoutez, ce que vous êtes en train de dire, ça ne reflète pas mon profil. Là, on t'a peut-être l'évaluation, tu étais en conflit, tu n'étais pas assidu. Alors automatiquement, je peux, autant qu'évaluer, je peux rejeter. Donc, l'évaluation libre, il est important. Mais dans quel cas il est important? Dans le cas où je fais le choix d'indicateurs qui sont acceptés, je mets en place un système de management axé sur la proximité, parce que parce qu'elle dit un système de management axé sur la proximité, je sais très bien que cette personne, la fin de la journée, son rendement, elle baisse. Donc, ma réalité, je évaluer la fin de la journée. Je vous donne un autre exemple. Pendant le mois de Ramadan, le comportement des gens au travail, il change. Elle change. Est-ce que le mois de Ramadan, c'est le bon moment pour évaluer les gens? Non. Surtout les automatiquement pendant le mois de Ramadan, est-ce que son comportement il reflète la réalité? En aucun cas. Donc lorsque j'évalue, je mets en place une évaluation libre, je dois être capable de tester, de mesurer, d'évaluer les conditions. Moi, je rêve les conditions, ce sont les bonnes conditions pour évaluer. Donc c'est une méthode peu formalisée qui sert à déterminer les points faibles et les points forts. Mais attention, parmi les limites de cette méthode, c'est que c'est une méthode qui ne donne pas lieu à un échange. Là, je ne donne pas lieu à l'échange. Comment ça se passe? Moi, je suis l'évaluateur. Qu'est-ce que je fais? J'observe et je constate. Et je note. Automatiquement, je dégage quoi? Un jugement. Donc, rappelez-vous, une bonne méthode d'évaluation, c'est une méthode qui doit permettre à la personne de quoi? De s'exprimer. Là, mais qu'est-ce que l'expression? La personne ne peut pas. Parce que tout simplement, tu as qu'à devoir de jugement. La fin de l'année, sur la base de l'évaluation que nous avons assurée, on estime que vous avez un problème de comportement ou vous avez un problème de compétence. Alors, je suis quoi? Un jugement, sans pour autant à ce que la personne s'exprime par rapport à ce jugement. Donc, parmi les difficultés et parmi les faiblesses de cette méthode, inconvénient, c'est qu'il y a absence d'un réel échange entre l'évalué et l'évaluateur. Donc, beaucoup d'entreprises, aujourd'hui,
il évite cette méthode. Surtout lorsque l'évaluateur cherche à sanctionner quelqu'un, lorsque l'évaluateur cherche à se venger de quelqu'un, il utilise la méthode d'évaluation libre. Exemple, je constate que Hassan, c'est quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui est performant, quelqu'un qui a une certaine qualification. Mais il a un problème. Automatiquement, moi en tant qu'évaluateur, pour se venger, pour sanctionner, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir quel indicateur de comportement? L'assiduité. On a des machines montées juste sur l'assiduité. Alors ici, l'évaluation n'est pas utilisée pour assurer un plan de développement, mais utilisée pour sanctionner ou pour punir. Donc, j'insiste sur un point. Il faut toujours mettre en place une démarche d'évaluation axée sur le fait que l'évaluation doit être perçue par le personnel comme étant un élément de développement, un élément d'épanouissement, un élément de développement de compétences, pas tout simplement un élément de sanction ou un élément de punition. Deuxième méthode, c'est l'auto-évaluation.